Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Au sommaire ce vendredi 11 janvier, 2 ministres à Brest et leurs homologues japonais. Florence Parly, ministre des Armées, et Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, sont venus parler défense et sécurité. Le grand débat lancé par le gouvernement pour tenter de calmer la colère des Gilets jaunes démarre mardi prochain. Jean-Michel Jacques, député du Morbihan, organise l'événement en Bretagne. Il a répondu à nos questions. Et puis c'est un phénomène qui prend de l'ampleur depuis la loi NOTRe de 2016, les fusions de communes. En ce 1er janvier, 5 nouvelles communes ont vu le jour entre le Finistère et le Morbihan. Les Gilets jaunes étaient devant le commissariat de Brest ce jeudi et ce vendredi. 2 de leurs collègues étaient en garde à vue depuis jeudi. Ils ont été laissés libres ce vendredi midi et devront passer devant le tribunal le 21 mars pour manifestation sur la voie publique sans déclaration préalable, participation à un attroupement après sommation et entrave à la circulation routière. Frédéric Lorenzon a rencontré ces 2 Gilets jaunes. Il s'explique. Mais outrage, rébellion, quand on n'a pas insulté, quand on n'a pas empêché les forces de l'ordre d'avancer. Le seul moment où je les ai empêchés d'avancer, c'est pour faire une barrière au niveau du blessé qui est due aux forces de l'ordre, donc commandant de police, qui met une gazeuse à bout portant dans la bouche d'un manifestant assis et les mains sur la tête. C'est là qu'en fait ça m'a énervé. Donc j'ai pointé clairement cette personne-là. Lors de mon audition, son nom ressort très régulièrement. C'est dommage que je n'ai pas eu une confrontation avec lui parce que clairement pour moi c'est une bavure. On me reproche d'organiser des manifestations sans les déclarer en sous-préfecture, chose qu'on ne peut pas faire parce qu'on est menacé si on le fait. Et de deux, c'est pas à moi de le faire étant donné que je ne suis pas un leader. Je suis dans le mouvement depuis le 17, je suis tout le monde, on est tous au même niveau, il n'y a pas de chef chez nous. Contrairement peut-être à d'autres villes, nous on agit en groupe et non chacun donne. J'ai pas d'ordre à donner à qui que ce soit. On est tous des adultes, on est un mouvement citoyen au jour d'aujourd'hui et justement on leur fait peur par rapport à ça parce qu'ils savent pas sur qui taper. Et ce week-end, les Gilets jaunes brestois seront mobilisés pour l'acte 9. D'autres mobilisations sont également prévues dans la région, notamment à Saint-Brieuc, où tous les Gilets jaunes des Côtes-d'Armor sont invités à converger. Autour de cette actualité également et en réponse au mouvement des Gilets jaunes, le lancement du grand débat est prévu la semaine prochaine. 4 thèmes de discussion sont annoncés, l'écologie, la fiscalité, la citoyenneté et les services publics. Chaque citoyen pourra organiser un débat. Le gouvernement a mis en place un kit disponible sur Internet avec des conseils pour organiser les prises de parole ou pour respecter la pluralité des échanges. Mais l'accueil manque d'enthousiasme. Certains maires ont déjà annoncé qu'ils ne souhaitaient pas organiser ces débats. Jean-Michel Jacques, député du Morbihan en charge des discussions dans la région, réagit. Si on ne faisait rien, on nous le reprocherait. Maintenant qu'on fait quelque chose, on peut nous le reprocher aussi. Bon, je pense que les gens voient bien ce jeu qui consiste toujours à dénigrer tout, les choses même avant qu'elles se fassent. On a besoin d'être nourri par les réflexions de nos concitoyens et donc il faut venir, il faut participer. Je suis confiant parce que finalement l'organisation est assez simple. Souvent j'entends beaucoup de monde se poser des questions. C'est tout simple, il suffit de s'inscrire sur la plateforme, organiser avec bienveillance, avec un équilibre dans les débats, en laissant la parole à chacun, sans que le débat soit approprié par une tendance politique ou une sensibilité ou une autre. Et puis faire un bon recueil, un bon compte-rendu de ce qui se sera dit, de façon à ce que tout remonte et l'ensemble sera pris en compte par la Commission nationale du débat public. Des propos recueillis par Fanny Cocognier et Martin Cowell. Dans l'actualité également de ce vendredi dans la région, la venue à Brest de 2 ministres, Florence Parly et Jean-Yves Le Drian, respectivement ministres des Armées et des Affaires étrangères. Ils étaient accompagnés par leurs confrères japonais. Une rencontre qui scelle 160 ans de relations diplomatiques entre le Japon et la France et qui se tient pour la première fois en dehors d'une capitale. Les ministres sont revenus sur les liens et le partenariat qui les lie sur les points de défense et de sécurité au micro de Sophie Lecroisier. Je suis très heureux d'annoncer la mise en place entre le Japon et la France d'un dialogue maritime global qui va nous permettre d'intensifier nos relations, notre coopération. Dans divers domaines incluant la sécurité et la défense, dans la perspective du maintien et du renforcement de l'ordre maritime libre et ouvert, s'appuyant sur l'état de droit, nous allons promouvoir une coopération concrète. Et c'est le moment de retrouver votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos. Elle a été préparée aujourd'hui par Jérôme Gallo.
Ambiance tendue ce vendredi à Bic Écriture à Vannes. Les syndicats ont quitté la table des négociations en attendant un projet concret de la direction. Pour rappel, 33 licenciements sont programmés par le nouveau repreneur du site. Par ailleurs, le député Hervé Pellois aurait trouvé un local à Saint-Avé pour maintenir la production dans la région. La centrale à charbon de Cordemais en Loire-Atlantique pourrait fonctionner au-delà de 2022 pour garantir l'approvisionnement en électricité de la Bretagne. C'est François de Rugy, ministre de la Transition écologique, qui l'a annoncé ce vendredi au syndicat. Pour cela, il faut que la centrale réussisse son projet de conversion à la biomasse. La fermeture de Cordemais pourrait représenter un risque pour la Bretagne, l'avenir de l'EPR de Flamanville et de la centrale de Landivisiau étant toujours incertain. 81 000 € récoltés pour le projet éolien de Porspoder dans le Finistère. 58 personnes ont investi entre 50 € et 3 000 € pour financer les études de développement portées par Épuron. 50% de la somme est prêtée par les riverains. Ce projet prévoit l'installation de 3 à 4 éoliennes pour alimenter environ 6 400 foyers. 10 tonnes de merlu saisies au port de Lorient. Le bateau de pêche suspecté a été dérouté ce jeudi. Une information judiciaire a été ouverte contre la société d'armement pour travail dissimulé. La cargaison de merlu a été vendue pour 39 000 € à la criée. La commune de Pordic s'oppose au projet de circuit à l'aéroport de Trémuson, dans les Côtes-d'Armor. Le maire Maurice Batta espère que la piste automobile, située en grande partie dans sa commune, sera délocalisée. L'édile s'interroge sur les perspectives d'emploi, la menace sur l'activité aéroportuaire et regrette un manque de concertation. Le conseil municipal vient de voter en ce sens une motion au syndicat mixte gestionnaire de l'aéroport. Depuis le 1er janvier 2019, 16 communes nouvelles ont fait leur apparition en Bretagne. Ces fusions sont rendues possibles depuis 2016 et la mise en place d'une incitation financière par l'État. Un mouvement qui va s'interrompre en 2019 à cause des élections à venir. Et si certains rapprochements se passent dans la douleur, parfois cela s'avère constructif, comme va nous le montrer Fanny Coconi à Tex-Noyalo. Tex comptait 7000 habitants, 800 pour Noyalo. Les deux communes ont fusionné en 2016. Un seul panneau d'entrée de ville, un seul conseil municipal, un seul budget et un même nom pour les deux anciennes communes. 3 ans après la signature de la fusion de Tex et Noyalo, le pari est gagné. Après 3 ans de recul, le ciment est bien pris, les liens sont créés, c'est même du liant. Et donc maintenant, nous sommes partis pour une longue histoire. Cette idée de fusion, le maire de Noyalo l'avait en tête dès 2008. Des budgets difficiles à boucler, des agents en nombre insuffisant, des services trop rares ont incité l'édile à se rapprocher de son voisin texois. Après 3 ans, pour le maire délégué, les résultats sont là. Ce qui a changé, sur le plan strictement noyalais, on aurait eu besoin d'un camion, on aurait eu besoin peut-être de plus de personnel. Bon, y a des dépenses qui n'ont pas été réalisées, il y a des économies qui ont été faites, notamment en personnel. Et puis, les noyalais, donc, on a eu la possibilité d'accéder, je dirais, aux services développés sur Tex depuis de nombreuses années. Bon, il y a une centaine d'associations sur Tex. Il n'y en a que 10 à Noyalo, avec des équipements, théâtre, les stades, donc c'est un plus. Le déclencheur pour le maire de Tex, c'est l'incitation financière du gouvernement. En gelant les dotations de fonctionnement pour les communes nouvelles, Tex a conservé 495 000 € et d'autres économies sont espérées. Pour les Texois, ça n'a pas changé grand-chose. Le mandat en cours, je pense qu'on n'a pas fait beaucoup d'économies. Mais à partir de 2020, le nombre d'élus va diminuer, forcément. On ne sera plus que 29. On va revenir à une situation qu'avait Tex auparavant. Donc forcément, il y a des indemnités d'élus qui seront en moins. Donc tout ça, c'est déjà les débuts de l'économie. Mais les deux maires sont d'accord sur un point. Pour réussir une fusion, l'aspect financier ne fait pas tout. Le compromis permet de franchir ensemble les obstacles administratifs et les différences de fonctionnement. Et Tex-Noyalo pourrait encore s'agrandir. Des communes voisines auraient fait part de leur envie de la rejoindre. Vous apercevez sans doute régulièrement les hélicoptères de la sécurité civile dans le ciel breton. Les secouristes présents à bord doivent porter secours aux personnes et aux biens en moins de 30 minutes. Dans le Morbihan, c'est Dragon 56 qui se charge de cette mission sur tout le sud de la Bretagne et les îles du Ponant. Et en ce début d'année, le bilan a été fait des interventions effectuées en 2018. 467 personnes ont été secourues, un chiffre stable depuis 3 ans. Karine Chevrolier a rencontré le chef de la base de Lorient. D'une année sur l'autre, il y a des variations bien sûr en fonction de
de la présence de la densité de population du moment, mais également pour ce qui est maritime des conditions météorologiques, d'une mer plus ou moins clémente, de la prudence bien sûr de nos concitoyens. Beaucoup maintenant sont assez prudents, s'équipent avec des moyens radio, des moyens GPS pour être retrouvés rapidement. Mais également, il faut éviter d'être en noir ou en rouge dans l'eau. On est beaucoup mieux vu si on est en vert ou en jaune, bien sûr, ou en orange. Donc tout ça, ça contribue aussi à améliorer la réponse en cas de besoin. Économie à présent, et voilà une bonne nouvelle. En Centre-Bretagne, à Rostrenain, 200 emplois ont été créés. C'est le pari que s'étaient donné des chefs d'entreprise de la commune après la fermeture de la base logistique d'Intermarché. Reportage sur place de Mathilde Kemener. Après 30 ans d'ancienneté sur la base logistique d'Intermarché à Rostrenain, ce salarié apprend qu'elle va fermer. 200 autres personnes sont impactées. Dans la petite commune, c'est la stupeur. Mais aujourd'hui, il a retrouvé un travail. La plateforme de pièces automobiles Brace PR a décidé de s'implanter à Rostrenain, créant une 50aine d'emplois. Quand on a goûté à un travail assez proche de chez soi, on n'a pas envie d'en changer. Et là, j'ai simplement fait ce que disait Macron, j'ai traversé la route et puis j'ai eu la chance d'être pris. Une filiale de Triskalia, Distriver, s'est aussi implantée dans la commune sur l'ancien site d'Intermarché. D'autres petites entreprises se sont agrandies, ont été créées. Au final, les 200 emplois ont été retrouvés. Et ce, grâce à la mobilisation des chefs d'entreprise de la commune. Ils ont créé l'association Investir en cœur de Bretagne et embauché une salariée. Chaque jeudi après-midi, nous prenions nos petites voitures et puis nous allions à la rencontre de chefs d'entreprise. Et moi derrière, je suis la main exécutive en fait. Donc j'ai des porteurs de projets qui peuvent éventuellement regarder le territoire pour les investissements futurs. Soit j'ai des personnes qui me contactent, qui sont par exemple des salariés qui ont un projet de reconversion, de création d'entreprise. Donc on essaye de faire le lien autant faire se peut pour mettre tout le monde en relation. Un travail apprécié des entrepreneurs. Nos échanges ont permis d'être mis en relation notamment avec la CCKB qui avait des terrains disponibles. Ils nous ont aidés à être en relation avec Intermarché pour mettre en relation avec leur personnel. Et donc c'est ce qui nous a plu ici. L'association réfléchit maintenant à son avenir. Elle se dit en tout cas fière d'avoir pu démontrer que chacun peut être ambassadeur de son territoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dans votre magazine L'Instant T, Xavier Patrijon reçoit aussi l'artiste vantaise Blandine qui fait de l'électropop à voir à 19h15 et 23h15. Je vous donne rendez-vous lundi à 19h. Belle soirée sur nos antennes et bon week-end.